Bonjour à toutes et à tous. Et merci aux organisatrices, aux organisateurs de ce bel événement. Mon propos vise donc à questionner l'extension de plateformes web et mobiles d'intermédiation numérique, dont ou plutôt par-dessus effectivement des domaines très divers. Alors je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont déjà dit à propos de l'extension des activités de Facebook vers un certain domaine, mais effectivement, ces domaines-là, finance, tourisme et hébergement, ingénierie, manufacture même, transport bien sûr, services à la personne de type care ou autre, approvisionnement énergétique. Voilà. En fin de compte, je voudrais simplement poser 3 points qui sont aussi des hypothèses de recherche et donc des hypothèses que je vais vous soumettre, qui sont donc à la fois des questions à la fois théoriques et vous le verrez, pratiques ou empiriques. Et enfin, je compléterai en donnant quelques exemples, alors quelques exemples particuliers, hein, je tiens à le préciser, de la manière dont on peut observer aujourd'hui à l'œuvre des processus spécifiques d'intermédiation qui sont portés par différentes plateformes web et comment on peut questionner leur caractère supposément, je mets de gros guillemets, collaboratif. Hein, et je précise que ces recherches s'inscrivent dans la continuité de travaux que j'ai menés, que j'ai commencé à mener il y a une dizaine d'années maintenant avec Philippe Bouquillon et qui avait donné à l'époque ce bouquin, Le Web collaboratif, où nous n'avions pas mis de guillemets autour de collaboratif, ce que je serais d'ailleurs tenté de faire aujourd'hui si c'était à refaire. Mais voilà, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Alors, mon premier point se réfère en fait à des réflexions qui ont été portées il y a bien longtemps déjà par Gaëtan Tremblay et Jean-Guy Lacroix, hein, qui parlaient d'une dilution des spécificités des industries de la culture et de la communication et de l'extension de leurs caractéristiques au sein de nombreux autres champs socio-économiques. Et ce qu'il faut préciser, c'est que nous parlons notamment de la fonction de production de biens symboliques, donc de texte. Je me réfère là à la définition que donne David Hesmondhalgh. Effectivement, production de texte en tant que caractéristique fondamentale des industries de la culture et de la communication. Mais on se réfère aussi à la question des conditions de production, hein, c'est-à-dire quel rapport de production domine, comment le travail est-il organisé, quelles spécificités du travail existent dans les industries de la culture et de la communication et seraient donc diluées ou étendues vers d'autres secteurs. Et donc, l'une des hypothèses que je défendrai, c'est que ces plateformes d'intermédiation numérique ont 2 fonctions socio-économiques fondamentales. D'une part, ce sont des institutions de production idéologique, et y compris les plateformes qui n'agissent pas, enfin, qui ne sont pas actives dans ce que l'on considérait autrefois comme étant, on va dire, le périmètre des industries de la culture et de la communication. Et d'autre part, ces plateformes sont des instruments d'organisation du travail, de gestion du travail vivant et également du travail mort, hein, du capital. Et ce sont 2 fonctions étroitement liées. J'essaierai de revenir là-dessus un peu plus tard. Mais un tout petit exemple qui m'est venu à l'esprit en écoutant ce matin une des interventions, c'est que lorsqu'on dépose un contenu sur YouTube, par exemple, eh bien, on signe une licence qui donne qui spécifie un noir sur blanc qu'on donne son consentement à ce que YouTube puisse utiliser sans limitation ce contenu pour la promotion de toute ou d'une partie du service de YouTube. Alors ça peut paraître un détail tout à fait anecdotique, mais effectivement, la question, disons, cette éventualité de l'usage de votre contenu par YouTube est bien clairement prise en compte en amont par les services juridiques de cette entreprise-là. Sur cette question de la dilution des spécificités des industries de la culture et de la communication, les recherches sur les plateformes sont assez parlantes, qu'elles soient petites ou grandes. Elles sont effectivement des entreprises où le salariat a largement ou quasi intégralement disparu en interne ou en externe.
une partie significative de la valeur ou de la rente capturée par les détenteurs de ces moyens de communication et d'organisation du travail dépend aussi du travail des usagers sous leurs diverses formes, donc y compris dans la forme basique de producteurs de data, mais aussi dans ce que Brice Nixon appelle audience labor, ou travail du public. Alors, ça m'amène à mon second point, hein, qui est davantage une interrogation sur les concepts que nous employons, et dont certains mériteraient peut-être d'être repensés. Alors, pendant très longtemps, effectivement, et notamment du fait de l'emprise d'approches fonctionnalistes, on a considéré qu'il y avait d'un côté les usages des médias et de l'autre côté des stratégies de ces médias ou des détenteurs de ces médias. Et donc des usages qui étaient plus ou moins concordants, mainstream ou au contraire oppositionnels, alternatifs. Et quelque part que ces usages se situaient en face du média, hein, en réaction au dispositif. Alors, effectivement, ça nous vient en partie du fonctionnalisme des uses and gratifications, bien sûr, mais c'est aussi dans je dirais, avec les débuts des cultural studies. Pensez au bouquin qui a été bizarrement traduit par La culture des pauvres, Uses of Literacy, 1957. La notion d'audience labor et l'importance de la production de la culture par les supposés récepteurs ou consommateurs relativise cette vision. Et le bémol que je veux apporter à cet usage de la notion d'usage ne vise pas que les pratiques qui sont celles des récepteurs, parfois détourneurs ou hackers des plateformes. Je propose en fait qu'on s'intéresse aux usages de celles et ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle parfois le back-office, et ce jusqu'aux gestionnaires les plus élevés hiérarchiquement. Et je proposerais de considérer comme usagers de ces plateformes l'ensemble de leurs agents, stagiaires, collaborateurs, collaboratrices, freelance, et même plus largement tous les agents des partenaires commerciaux et financiers qui s'appuient sur ces plateformes dans leur activité productive. Alors, sans bien sûr vouloir en faire des innocents ou des martyrs, les cofondateurs et les gestionnaires de nombreuses plateformes peuvent aussi être analysés comme des usagers de ces mêmes dispositifs, même si cette remarque est sans doute plus discutable dans le cas des GAFAM. Ce que j'ai en tout cas pu observer dans mes dernières recherches sur les plateformes de crowdfunding culturel, c'est effectivement ces caractéristiques partagées par ces différents usagers, à savoir cette incertitude, cette insécurité endémique, la polyvalence de ces travailleurs, l'injonction à produire des discours pédagogiques, entre guillemets, et puis cette capacité d'intermédiation, la recherche effrénée de partenariats, la nécessité de relier des acteurs socio-économiques pour en tirer des bénéfices directement ou indirectement monétaires. Et effectivement, une partie significative de l'activité des gestionnaires est dédiée à l'accompagnement managérial ou idéologique des porteurs de projets. Alors évidemment, la relation entre gestionnaires et porteurs de projets est fondamentalement asymétrique. Hein, il s'agit que les gestionnaires encadrent les usagers, les forment, les agitent même. Hein, je pense notamment à l'exemple de Amazon avec Reuse United ou avec les formations de groupes communautaires autour de Airbnb. Et en fin de compte, on a là des producteurs idéologiques spécialisés. On peut même se demander si ce n'est pas là leur cœur de métier. Hein, ils sont producteurs de formes culturelles, idéologiques, au même titre que les porteurs de projets culturels qu'ils agitent et dont ils hébergent et propagent la production. Donc, pour conclure ce second point, les gestionnaires peuvent effectivement apparaître comme d'autres usagers d'outils qui, à bien des égards, les dépassent. Je passe au troisième point, la question des stratégies de plateformes d'intermédiation numérique. Alors effectivement, je vais essayer de passer plus rapidement sur ce point en donnant quelques exemples concrets. Une question qui peut se poser au fond est quid des stratégies si les activités des gestionnaires s'apparentent elles-mêmes à des usages de ces plateformes? Et je proposerai, comme d'autres l'ont fait, de réserver la notion de stratégie pour le domaine plus général des grandes orientations socio-économiques. Et ce qu'on perçoit, au fond, ce sont effectivement des assauts du capital financier en vue de s'assurer une part toujours croissante de la valeur produite. Et dans ce cas précis, cela se fait qui plus est au nom d'une supposée économie collaborative.
Et je voudrais offrir quelques exemples, quelques illustrations récentes, notamment autour des événements qui ont lieu en ce moment en France, autour des assauts du pouvoir politique et économique contre le service public ferroviaire et aussi contre les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voici un premier cas, qui sont les plateformes de financement participatif Litchi et le Pot commun, qui ont toutes deux accueilli des campagnes de soutien aux cheminots en grève sur le même modèle de ceux qui avaient été initiés en 2016 pour soutenir les travailleurs en lutte contre la loi El Khomri. Alors vous pouvez voir là des captures de trois de ces campagnes, il y en a d'autres. On est là sinon sur un total de pas loin d'un million pour le premier là, et ensuite 538 000, et là vous avez 75 000. Alors, ces actions de solidarité peuvent effectivement sembler à première vue encourageantes, mais il faut tout de même préciser que dans les deux cas, les plateformes prélèvent 2,9% des montants, soit dans le premier cas près de 30 000 euros, et dans le second cas un montant total de 18 000 euros pour l'instant. Alors c'est toujours ça de prix, effectivement des frais bancaires sur la caisse de grève. Et eh bien, il faut songer qu'aux entités qui se cachent, entre guillemets, derrière les soi-disant pots communs et le joli litchi. Alors, pour le premier, c'est le groupe bancaire populaire, Banque Populaire, Caisse d'épargne, qui a racheté en 2015 Litchi, le pot commun, et à hauteur de 85% du capital. Et pour la seconde plateforme, c'est le Crédit Mutuel à hauteur de 86%. Bon, il faut savoir aussi que Litchi a été monté grâce à des investissements de Xavier Niel, de 360 Capital Partners. Une autre plateforme soi-disant collaborative dont l'activité a fortement prospéré du fait de la grève est Blablacar, qui avait déjà été officiellement recommandée par Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Environnement, comme solution à la fois contre les grèves de la SNCF et pour diminuer supposément la pollution de l'air. Alors vous voyez là, face à la grève, la communauté est là pour vous. Et comme nous l'apprend Le Monde, le journal Le Monde du 5 avril, effectivement submergé par la demande, Blablacar va proposer des trajets en autocar. L'expérimentation commence ce vendredi sur Paris-Lille, puis sera étendue à Paris-Rennes, Paris-Rouen. L'idée, nous dit le journaliste, pourrait s'inscrire dans la durée. Et le magazine Challenge nous rappelle que même 10 ans après son lancement, bien que la société ne gagne toujours pas d'argent, elle revendique une hausse d'offre des sièges multipliée par 3, soit 184 000 places proposées par jour de grève. Alors, si vous avez voyagé sur les routes françaises ces derniers temps, en particulier sur les autoroutes qui sont gérées par la société Vinci, vous n'aurez pas pu passer à côté de ce petit message pédagogique, entre guillemets. Et lorsqu'on creuse un petit peu plus, on trouve sur le site du groupe Vinci les informations suivantes. Effectivement, pensez covoiturage en cas de grève SNCF. Et il existe donc une formule télépéage dédiée aux covoitureurs. Voilà, vous avez effectivement bien lu. Ne vous tracassez pas avec la grève, pensez covoiturage. Et il s'agit là, en fin de compte, d'un exemple particulier de ces formes d'intermédiation qui résultent d'usages combinés de ces plateformes par leurs gestionnaires, par les conducteurs et passagers, ainsi que par les partenaires commerciaux, en l'occurrence ici le groupe Vinci. D'autres initiatives du même acabit regroupent des plateformes comme Waze et Facebook, la SNCF, et puis une série d'acteurs publics, Région Île-de-France, Mairie de Paris, Groupement des autorités responsables de transport, Assemblée des communautés de France, Fédération nationale des agences d'urbanisme, et j'en passe. Et cette alliance Vinci, Blablacar, État contre la grève des cheminots n'est pas anodine ni isolée, elle s'inscrit dans une visée stratégique plus générale dont participent aussi les attaques qu'ont subies les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ces dernières semaines. Comme le dit le slogan de Vinci, les vraies réussites sont celles que l'on partage. Et comme on le sait, le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes a été effectivement retiré. Et c'est au passage la perte d'un juteux contrat pour Vinci, mais que tout le monde se rassure parce que, entre-temps, Vinci, c'est effectivement, comme l'a souligné l'ancien directeur des aéroports de Paris, c'est accaparé l'essentiel du réseau de transport français et commence déjà à se positionner dans le rail en attendant la privatisation et le démantèlement promis de la SNCF.
Et puis par ailleurs, il y aura bien sûr une indemnisation pour Vinci concernant Notre-Dame-des-Landes. Et le groupe sera sans doute aussi récompensé lors de la cession prochaine des parts détenues encore par l'État dans les aéroports de Paris. Alors c'est vrai qu'à ce rythme-là, ils peuvent effectivement offrir les frais de gestion de leurs abonnements autoroutiers aux usagers de Blablacar. Donc, effectivement, le projet d'aéroport a été retiré, mais c'est incarnation d'une authentique forme d'économie collaborative, si tant est qu'on puisse juxtaposer ces deux termes, économie et collaboratif. Cette incarnation des communs que représente la ZAD reste tout à fait intolérable pour le pouvoir politique et économique. Et on comprend mieux pourquoi des centaines de milliers d'euros sont en ce moment dépensés chaque jour pour remettre de l'ordre et de la propriété privée dans cette enclave de commun. Alors, je citerai pour conclure très brièvement deux citations de Tony Negri, qui répondait en ces termes à un entretien avec des cheminots en lutte il y a une quinzaine de jours. Bon, je ne vais pas les relire, ils sont là, mais effectivement, l'idée que met en avant Negri ici est très claire. Au fond, peut-être que la question ici, ce n'est pas la numérisation généralisée de la société, mais bien la marchandisation généralisée de la société. Et donc, je vais vous laisser simplement sur cette citation-là. Merci.